fait, c'est assez simple. Une fois que dans sa tête, on se dit le carbone, c'est comme de l'euro, on revient à faire très attention à son budget. Donc je crois que c'est assez facile. BNP Paribas Personal Finance vous invite à découvrir On the Way, le podcast qui explore les chemins de la consommation responsable. Entrepreneurs, acteurs du monde de l'entreprise ou chercheurs, On the Way donne la parole à ceux qui agissent jour après jour pour construire une consommation plus durable. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour On the Way. Donc je suis Charlotte, la fondatrice de la marque Patine. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une marque de vêtements qui a 5 ans et qui est ultra responsable. J'en rêve depuis à peu près 25 ans, donc c'est une lente maturation. Clin d'œil à tous les late bloomers qui hésitent à se lancer, c'est toujours possible. Avant ça, j'ai fait pas mal de choses. J'ai toujours hésité sur mes études. J'étais bonne élève, donc j'ai fait une prépa et une grande école de commerce. En même temps, je faisais le cours Florent parce qu'en fait, je voulais être actrice de cinéma. Mon premier boulot a été rédac-chef adjointe d'un magazine de mode un petit peu nouveau, en rupture, qui ressemblait à un guide du fooding pour la mode. Ensuite, j'ai fait du digital pour des campagnes LVMH, au début du digital pour les marques de luxe et de cosmétiques. Et puis, j'ai atterri chez Sarenza, où j'ai fait 10 ans de carrière, on peut dire, où j'étais directrice marketing, au CODIR, au COMEX et en surcharge mentale. Ça faisait bien longtemps que j'avais envie de faire ça, mais pour plein de raisons, je n'osais pas passer le pas, des bonnes et des mauvaises. Les bonnes, c'est que je m'amusais beaucoup dans mon travail, avec des gens super et une équipe que j'ai fait grandir. J'ai eu jusqu'à 55 personnes dans mon équipe, donc c'était une grande responsabilité et j'ai beaucoup appris. Les mauvaises, c'est que j'avais un bon syndrome d'imposture, comme beaucoup de femmes. Je me mettais à moi-même pas mal de freins. Et puis, j'avais besoin de beaucoup de sens dans mes projets. J'ai toujours fonctionné comme ça, en allant toujours du micro au macro tout le temps. Enfin, mon cerveau tourne un petit peu tout le temps. Et du coup, j'avais l'impression que tout n'était pas parfaitement aligné. Il fallait pas y aller tout de suite. Patine, c'est à un moment donné, j'étais prête. Il y avait beaucoup de symbolique, les 10 ans dans la même entreprise. Et puis le jour où j'étais prête, il m'est arrivé un truc horrible, c'est que en même temps, j'ai réalisé que ça servait plus à rien de créer une marque de mode, qui avait déjà beaucoup trop d'habits, beaucoup trop de marques, que c'était toujours le moment d'un point de vue mode, parce que j'ai toujours adoré la mode et au fond c'est mon rêve. J'ai même brièvement essayé d'imaginer de lancer d'autres entreprises et en fait je tenais pas 2 jours avant de déjà m'ennuyer alors que j'avais pas lancé, donc il fallait que ça soit une marque de mode, mais c'était pas le moment parce que entre temps j'avais eu mon réveil écologique qu'on a tous pour des raisons différentes et à un moment différent. Moi ça a été le fait d'être maman et du coup déjà de reconsidérer beaucoup de sujets qu'on prend comme acquis, comme l'alimentation, les cosmétiques, quand c'est pour un autre, quand c'est pour un bébé, puis des enfants, on fait très attention, plus que pour soi-même, je pense. Et du coup, je me suis mise à lire les étiquettes. Et il y a eu particulièrement une nuit d'insomnie en vacances où je suis tombée sur le documentaire The True Cost, qui je crois a été un déclencheur pour beaucoup de gens, sur Netflix, qui montre les conditions de travail des ouvriers qui cousent nos vêtements, et notamment le drame du Rana Plaza au Bangladesh, avec cet effondrement d'un immeuble de couturières et plusieurs centaines de morts dans un immeuble vétuste. Et ça a été vraiment un tsunami pour moi. Du coup, j'ai enchaîné avec plusieurs documentaires parce que ça m'avait bien réveillée. C'était un petit peu compliqué de retrouver le sommeil entre-temps. De mémoire, Cospiracy, qui était sur la viande et l'énorme impact de notre consommation de viande et toute l'industrie pour fabriquer cette viande sur les émissions carbone. Il y a eu aussi un documentaire qui s'appelait Sugar Rush sur la façon dont on est tous des futurs diabétiques. Alors surtout si on est un petit enfant aux États-Unis, mais bon, quand même un petit peu tous. Tout ça, ça m'a complètement chamboulée. Et comme j'étais en vacances, disponible, à l'écoute de mes envies, peut-être que c'était ça aussi, j'étais plus dans le rush du travail. Ce matin-là, j'ai arrêté, ça fait un peu film, mais en vrai, j'ai arrêté plein de choses et commencé une autre façon de vivre en fait. Et donc j'ai arrêté de fumer. Je fumais pas beaucoup, mais je me suis dit c'est trop, je vais pas donner cet argent-là à Phil Morris, c'est absurde. Donc j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté le coca. Il faut savoir que j'ai fait 1 an de stage chez Coca quand j'étais jeune, donc j'en buvais plus que de l'eau. Et puis, j'ai arrêté la viande. Ça fait maintenant 6 ans et demi que je n'ai pas mangé 1 gramme de viande. Et je vais très bien, je suis en pleine forme.
Voilà, et on pourrait en parler largement, mais c'est vrai que plus j'avance aussi dans la connaissance de l'impact qu'on doit tous réduire individuellement et collectivement, plus aussi ces petites mesures que j'osais pas mettre en 4x3 non plus pour donner des leçons, je vois qu'elles ont une importance majeure. Et je conseille à tous d'ailleurs l'atelier 2 tonnes par exemple, on a fait ça en équipe pour Noël chez Patine, parce qu'on est un peu des polardes quand même. On se rend compte que justement, couper la viande, c'est énorme pour s'approcher des 2 tonnes, qui est l'objectif pour limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici 2100. Et du coup, c'était terrible parce que j'étais enfin prête et c'était plus le moment. Et finalement, c'est ça qui a permis de lancer Patine. Pour la création de Patine, j'avais de toute façon chevillé au corps, on peut dire, l'envie d'apporter quelque chose de nouveau. Il n'était pas question de juste rajouter une marque, comme j'ai expliqué, puisqu'il n'y en a pas vraiment besoin. Et le sens et l'utile, c'est important pour se lever le matin. Et d'ailleurs, dans un projet entrepreneurial, il y a des hauts, des bas, et si on n'a pas quelque chose qui à chaque fois a du sens, c'est compliqué de tenir sur la durée. Donc je le savais. Je savais aussi qu'il fallait que je fasse des vêtements de qualité. Je me présente souvent comme une Zara repentie, donc j'ai pas toujours eu des vêtements de grande qualité, mais j'ai toujours aussi beaucoup acheté en vintage. C'est même souvent le point de départ des voyages et des vacances depuis que je suis jeune. Je fais les musées évidemment, mais ensuite je cherche les boutiques vintage, les fripes, voilà. Et ça m'a donné à la fois une bonne connaissance des matières et de l'importance du coup d'une bonne composition de tissu, de comment on peut reconnaître au toucher ce qui est de bonne qualité. Et puis aussi, ça m'a donné un rapport très affectif aux vêtements. L'aspect écologique s'est ajouté puisque j'avais eu ce réveil et peut-être grâce à ce syndrome d'imposture, en parlant de mon idée très tôt autour de moi pour être sûre que c'était pas juste un caprice et juste pour mon ego et me faire plaisir. Et soi-disant m'accomplir, mais s'accomplir seul, ça sert à rien. Et donc, je suis allée voir les personnes autour de moi pour voir si l'idée de Patine, le concept d'une marque responsable et engagée, pouvait leur parler. J'allais dans les placards des personnes, 1 heure, la marque n'était pas encore lancée. Et donc, le deal, c'est j'apporte un café latte et tu me parles 1 heure de tes vêtements dans ton placard, tranquillement. Et ça a été génial puisque j'ai réalisé que personne lisait les étiquettes et que l'aspect écologique de mon projet, tout le monde s'en fichait. Et en fait, du coup, ça m'a donné 2 fois plus envie de le faire en me disant, après tout, le rapport aux vêtements, aux étiquettes, au sens qu'ont ces personnes, c'est celui que moi j'avais il y a encore 1 an. Et donc, du coup, il faut surtout pas faire l'erreur de penser que parce qu'on a son réveil écologique, tout le monde a compris ou tout le monde pense pareil. C'est faux. Et en plus, c'est un cheminement personnel et il y a plein de façons d'être responsable. Il faut surtout pas être égocentrique dans ses démarches. Et du coup, je me suis dit, comment je peux faire une marque qui expliquerait, serait pédagogique et donnerait envie de changer ses habitudes de consommation, notamment de vêtements, sans justement être patronizing, sans donner de leçons. Et comme j'aimerais qu'on me parle à moi qui n'aurais pas encore compris notamment l'enjeu de tout ça. Je crois que j'ai pu m'appuyer sur mon expérience de communication, de marketing digital aussi, que je connaissais assez bien, et de ma passion pour parler et pour raconter des histoires pour un projet avec du sens. Le nom Patine, c'est une discussion avec mon ancienne associée. C'était un déjeuner où j'ai essayé d'expliquer, je parle beaucoup, on l'a compris. C'est un moment enflammé où je dis mais des vêtements, mais c'est beau quand ça s'use, tu vois, un t-shirt de concert, une veste, ça s'élime, ça se patine quoi. Et là je me dis mais patine c'est hyper bien, patine, donc je joue avec le mot et tout, et je me dis mais c'est super, on le comprend, ça s'écrit, on le lit comme ça s'écrit, c'est important pour une marque digitale. Au pire on dit patine, si on est américain ça va, Et voilà, je trouvais le mot vraiment chouette et je trouvais aussi qu'il était joli et en même temps il pouvait un peu sentir le bois cérusé et le vieux meuble, et donc du coup il fallait surtout pas qu'il emmène vers la brocante. Ça m'a poussé aussi d'un point de vue expression graphique à aller vers des codes assez bold, assez modernes. Donc notre logo actuel est adapté de la police Futura par exemple, qui est une police très années 80 et très utilisé par le sportswear. Et justement, le mot a un peu perdu de son signifiant quand on le lit. Et du coup, on fait pas forcément la connexion. Et quand on comprend ou quand on explique, on se dit « Ah oui, ça fait un deuxième aha ». Moi, j'aime bien les petits moments aha, où il y a du sens.
Au début de l'aventure, le premier vêtement qu'on a lancé, c'est un t-shirt. Ça paraît vraiment tout petit, mais c'est vrai que j'avais aucune expérience aujourd'hui de la partie comment on fait véritablement un vêtement. J'aime beaucoup apprendre, comme beaucoup de gens. C'est vrai que je me suis dit, c'est déjà énorme, c'est déjà un océan énorme de comprendre si on va vraiment jusqu'au champ de coton, décomposer chaque étape de la conception d'un vêtement pour pouvoir justement le faire mieux que le standard. Commençons par un vêtement. Et le t-shirt, ça me parle dans la base d'un dressing, puisque l'idée n'est pas de faire plein de collections, plein de saisons et de la mode au sens tendance du terme, mais de faire composer un vestiaire d'essentiel qu'on va reporter et garder longtemps. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le choix que d'acheter moins et de remettre davantage ses vêtements. Un des énormes problèmes de la mode, c'est la surproduction et la surconsommation. Il faut que les marques gardent le bon côté de la joie des vêtements et qu'on revoie toute la partie qui est destructrice. Donc ce t-shirt, il fallait qu'il soit cool, qu'il puisse faire la blague en face d'un t-shirt d'une marque qui ne serait pas forcément engagée, mais qui aurait travaillé sur la dégaine, la coupe, les détails. Il fallait qu'il ait une qualité excellente, parce que si on veut qu'un vêtement dure dans le temps, il faut que déjà il tienne ses promesses aussi d'un point de vue qualité. Ça m'a emmené intuitivement vers des matières plus épaisses, du tricotage plus serré. Donc c'est vrai qu'en rencontrant aussi les industriels au Portugal, en me déplaçant dans les usines, en parlant aussi à plein de gens d'autres marques, parce que quand on a un projet et qu'on en parle, qu'on ose en parler, beaucoup de portes s'ouvrent aussi de personnes d'autres marques, d'autres spécialités qui sont ravies aussi de partager leur expertise et de nous aider dans le projet. Donc j'ai rencontré plein de gens qui m'ont aidé à concevoir ce premier t-shirt qui est d'un point de vue style, d'un point de vue qualité et d'un point de vue impact supérieur, il me semble, à la majorité des vêtements que je trouvais. Et effectivement, il est engagé, mais il n'est pas forcément le standard de tout le monde, puisque faire une marque, c'est pas faire le dénominateur commun pour tous, c'est aussi une personnalité. Donc, il est aussi, comme moi, il est un peu oversize, il a une épaule déportée parce que c'est ce qui, pour moi, rend la silhouette plus jolie. Il a une encolure qui plaît beaucoup. Il est beau. Et donc, on l'a appelé le Willy. Et Willy, il y a eu plusieurs coupes, puisque l'organisation de patine est par matière. Ce sont les matières qui structurent notre vestiaire. Donc, la première matière a été le Willy. Je vous passe toutes les étapes de voyage, recherche d'usine. Enfin, ça a été très long. Ça prend 1 an. Et derrière, j'ai trouvé des partenaires formidables qui nous accompagnent encore aujourd'hui après 5 ans sur toute la maille. Donc, t-shirt, sweatshirt, etc. On est en 2017, on parle encore assez peu d'écologie dans la mode, puisque le paysage a beaucoup changé en 5 ans. Les personnes sont de plus en plus conscientes et c'est génial. Et à cette époque, on avait déjà chez Patine l'envie d'objectiver nos efforts, c'est-à-dire d'y mettre du rationnel et des chiffres pour surtout pas avoir l'air de qui dit mon t-shirt il est super, crois-moi sur parole. C'est pas la bonne façon de faire, d'autant qu'on savait que le greenwashing commençait déjà et donc il fallait mettre du rationnel. Du coup, on a commencé l'ACV produit dès 2017, donc l'analyse de cycle de vie des vêtements, et donc mesurer tout leur impact, depuis le champ de coton jusqu'à le lavage en machine chez la personne qui le porte, l'achète et le remet. Et donc, ça nous a servi à 2 choses. Ça nous a servi à faire les bons choix, puisque quand il y a des arbitrages tout le temps, concevoir des produits, c'est une somme de plein de décisions et à un moment donné se dire est-ce que je mets 20% de coton recyclé en plus ou alors je prends un coton bio qui vient de plus près. Tout ça en fait c'est des maths et donc il faut pouvoir comparer des comparables, des pommes et des pommes. Et puis ça nous a servi aussi à justement pouvoir expliquer en quoi l'impact était réduit sur notre site et puis dans nos communications. Tout ça en le rendant le plus digeste et joyeux possible.
Et donc le t-shirt Willy, par exemple, dès 2017, on a commencé avec 40% de coton recyclé dans le fil. Ça a un impact énorme sur le volume d'eau utilisé, sur du coup aussi la pollution d'eau, puisque s'il y a moins d'eau, on pollue moins, et puis sur évidemment le carbone consommé, donc les émissions de carbone. Et donc on a pu montrer très tôt que notre t-shirt était à impact plus léger qu'un t-shirt standard du marché. Et c'est devenu une pratique centrale dans notre façon de travailler. Ça nous a aussi énormément facilité la vie quand il a fallu faire notre bilan carbone d'entreprise complet. Et on s'est rendu compte, du coup, dans notre bilan carbone d'entreprise, que 90% de nos émissions, donc indirectes, mais nos émissions dont on est responsable, sont liées à nos vêtements, évidemment. Donc, du coup, le fait de déjà mesurer ça depuis 2017 nous donne une très bonne connaissance de notre impact carbone et de surtout comment le maîtriser et le réduire. Il y a quelque chose que je savais aussi depuis le début de Patine, j'ai une angoisse assez forte du stock. Le stock, c'est souvent ce qui tue une marque trop tôt. On peut avoir des bonnes idées et en fait devoir arrêter parce qu'on a trop de stock. Le stock, ça immobilise le cash et donc du coup ça enlève de la liberté d'action aussi pour pouvoir avancer, se développer. Et donc je savais que je voulais faire une marque qui était low stock. Aussi c'est low waste puisque du stock inutile c'est affreux et donc partout où il y a du stock il faut le supprimer. Ça permet aussi de réduire le gâchis et donc de réduire nos émissions. Donc ça veut dire concevoir des vêtements qui vont pas créer trop de déchets dans leur conception. C'est un choix qu'on est obligé de faire aussi si on veut faire une excellente qualité. Tout est lié puisque la qualité, ça coûte de l'argent. Donc, on coupe nos pièces dans des tissus ou dans des jerseys qu'on fait faire nous. Parfois, on développe même la formule, la composition, notamment pour ces t-shirts et ces sweats. Et donc, c'est dans le prix que vous payez chez Patine, une part importante est celle de la matière qui coûte beaucoup plus cher. Et quand les choses coûtent cher, bizarrement, on fait attention, on jette moins, on réfléchit comment faire le plan de coupe pour pas avoir trop de déchets, on se dit comment on peut réutiliser les déchets, etc. Donc, redonner de la valeur aux choses, c'est aussi prendre des choses plus précieuses et en prendre soin. Donc, pas de stock, ça veut dire qu'on ne fabrique pas les vêtements avant de trouver des clients. Et donc, du coup, j'ai parlé de mon projet très tôt. J'ai ouvert un compte Instagram 6 mois avant le lancement officiel de la marque, sachant que les 6 mois, je les post-rationalise, mais je pensais que ça serait 2, clairement. Et je l'ai fait parce que je m'ennuyais. Je me sentais un peu seule. J'avais plein de collègues et d'un coup, j'en avais plus qu'un. Et du coup, j'avais besoin de parler. Et aussi, j'avais besoin aussi de me conforter, encore une fois, sur le fait que mes idées pouvaient parler à d'autres personnes. Donc, le compte Instagram a commencé à rassembler une toute petite communauté, puis qui a grandi. Tout ça pour dire que le jour où on a ouvert le site, il y avait déjà plusieurs milliers de personnes qui attendaient le lancement. C'est très rassurant aussi quand on démarre. Et j'ai lancé en précommande. C'était un peu un accident parce que je pensais que mon t-shirt serait prêt plus tôt. Et en fait, non. Et donc, j'ai lancé le 21 juin pour quand même pas rater l'été avec un t-shirt manche courte. Mais j'annonçais une livraison en septembre. Donc, vraiment, parfois, les choses n'arrivent pas comme on veut. Mais le concept était suffisamment nouveau, l'histoire a suffisamment embarqué pour réussir ce premier lancement, donc un peu à la manière d'un Kickstarter, mais sur notre propre site. On a effectivement eu plusieurs centaines de commandes et expédié les premiers t-shirts en septembre. Et ce qui s'est passé derrière, c'est que, deuxième accident heureux, c'est que le t-shirt était suffisamment chouette et les paquets visiblement suffisamment jolis pour que les personnes déballent leurs commandes beaucoup sur Instagram ou montrent avec fierté ce premier achat. Et entre-temps, j'avais pas du tout eu le temps de fabriquer la suite. Du coup, en catastrophe, on a mis une petite boîte d'alerte sur chaque fiche produit en disant « laissez votre mail pour la prochaine production ». Et c'est vrai que ça a donné le rythme de la marque qui est encore celui d'aujourd'hui, qui est de faire très attention à embarquer des personnes bien avant que les vêtements existent. Ça a été le cas pour chacun de nos gros lancements. Il y a eu le jean dont on va pouvoir parler. Il y a eu la chemise blanche ensuite. On avait 2000 personnes qui n'avaient pas encore vu l'ombre d'un début d'une photo de manche ou de col et qui disaient voilà, j'attends la chemise Patine, faites-la à la manière Patine, sauce Patine, c'est souvent l'expression. Et je vous fais confiance. Et ça, c'est énorme.
Si on essaie de comprendre pourquoi on a réussi à bâtir un premier cercle assez fort autour de la marque, je crois qu'il y a eu un alignement des planètes à cette période, tout simple que Instagram était encore un petit peu ouvert, alors déjà moins que encore avant, et je crois que surtout j'avais 20 ans d'archives dans ma tête, 20 ans de choses à dire et à partager que j'avais pas à partager, et du coup c'était assez organique, assez fluide. On dit fabriquer du contenu, mais moi c'était pas fabriquer du contenu, c'était raconter tout ce que j'avais en tête et raconter à la fois d'où vient tout ça, d'un point de vue psychologique, culturel, historique, voilà, raconter où on en est, donc le quotidien, et raconter le futur, où on va, donc à la fois des choses très claires et à la fois des choses très aspirationnelles et un jour, j'aimerais qu'il y ait un resto et du vin et du café. Voilà, pas avoir peur de rêver avec les gens, en fait. Et je crois que quand on fait ça, on ouvre plus grand et c'est pas une relation que commerciale. Évidemment, on est une marque et on vend des vêtements. Mais quand je dis un jour, on aura du vin, clairement, je vends rien. Je promets rien et on est juste en train de rêver ensemble et peut-être après, peu à peu, transformer ses rêves en projets concrets. Je crois que voilà, cette communauté, elle a pris et elle continue à être extrêmement vivante et en forme parce que justement, on continue à faire les projets avec les gens. Je crois que les marques ont longtemps aussi été assez verticales. Il y a une sorte d'aura du créateur, le mystère parce qu'on a envie de rêver, mais du coup, on nous donne quelque chose et puis on est fan. Et peut-être, encore une fois, c'est peut-être ce syndrome d'imposture qu'il faut bien utiliser, mais moi, j'avais envie de la validation du coup des personnes qui m'entouraient. J'ai peut-être besoin d'être aimée, qu'on me dise c'est bien. Comme ces vêtements, il faut qu'ils soient portés et aimés. Ça peut pas être un petit coup de mode, ça peut pas être juste d'un coup, j'ai trouvé ça cool, j'ai acheté, parce que ça, moi, je l'ai vécu pendant des années et ensuite j'ai regretté des achats ou un an après, je me suis dit, ça sert plus à rien, qu'est-ce qui se passe, voilà. Quand c'est sur la durée, ça veut dire que c'est une relation avec les vêtements et une relation avec les gens. Quand je les embarque dans la conception, dans l'envie, dans le pourquoi de ces vêtements et dans aussi leurs envies à elles, parce que c'est largement des femmes, elles mettent aussi tout un peu d'elles dans ces vêtements. Donc ça passe par des questionnaires qu'on fait jusqu'à 2 ans avant. Ce qu'il y a de particulier aussi chez Patine, c'est que une des façons de faire des vêtements qu'on va aimer longtemps, c'est de les éco-concevoir, mais aussi de les co-concevoir avec les personnes qui vont les porter ensuite. Ça passe par des questionnaires qu'on essaie de rédiger de manière aussi différente d'une étude marketing classique. Ça fait des nœuds au cerveau des personnes qui travaillent avec moi parce que moi, j'adore les questions ouvertes. J'adore lire justement c'est quoi vos rêves, racontez-moi votre expérience avec vos jeans, racontez-moi vos achats ratés. Voilà, donc j'aime bien. Et donc du coup, ça fait parfois on reçoit des romans, quoi. Mais c'est passionnant. Et ça évite de faire aussi un vêtement égocentré et de faire un vêtement du coup qui prend en compte aussi les envies de cette communauté qui peu à peu ressemble à Patine mais nous ouvre aussi. Donc ça peut passer par des choses très simples comme par exemple penser à d'autres morphologies que la sienne. Souvent une marque ressemble à la morphologie de sa créatrice ou de son créateur. C'est aussi l'usage, puisque si on veut faire des vêtements qui sont portés souvent et longtemps, qui est le but, il faut penser à ce que fait notre communauté. Donc on aspire à habiller une communauté active, qui est effectivement un peu moins dans l'open space et un peu plus fleuriste, dans un restaurant, dans un champ, qui a besoin de bouger, qui veut se sentir confortable, mais en même temps qui aime la mode, quoi, qui aime avoir une super dégaine, qui est libre. Et du coup, le fait de savoir ce que vont faire ces personnes dans les vêtements, ça nous aide aussi beaucoup à penser, tiens, là, il faut une poche, absolument, c'est absurde s'il n'y a pas une poche zippée. Donc voilà, prendre en compte aussi l'usage des vêtements. Le vestiaire Patine aujourd'hui, il est composé des grands essentiels clés qu'on a initiés à peu près une fois par an. Donc première année, on a introduit les t-shirts. L'année suivante, on a continué à développer les t-shirts et à ajouter les sweats. Puis en 2019, on a lancé nos premiers jeans qui ont été 18 mois de développement puisque le jean, c'est vraiment l'ennemi de l'écologie. Donc faire un jean responsable, ça a été une énorme aventure. Ensuite, en 2020, on a lancé nos chemises avec un partenaire super pour la toile en France, ça s'appelle les Tissages de Charlieu.
Et ensuite, on a continué à développer avec aussi des projets qui étaient de plus en plus innovants, notamment notre premier jean stretch sans élastane en 2022. Le dernier projet qu'on a lancé, c'est une capsule homme. L'idée n'est pas de faire autant de vêtements hommes que femmes d'un point de vue temps de travail qu'on a à disposition. Donc, on aimerait ouvrir 2 fois par an notre site aux hommes. On l'a fait beaucoup parce qu'on nous le demandait. En fait, nos matières sont plutôt épaisse, robuste, et donc l'entourage masculin de nos clientes demandait mais moi aussi je veux un jean dans cette matière, je veux un sweat comme ça. Ça nous a un petit peu motivés. Et puis surtout, j'ai trouvé aussi d'un point de vue style davantage ce que je voulais raconter. Donc on est sur une capsule qui est à la fois facile et en même temps qui plairait aussi à un papa des années 80 aux US dans l'Ohio, quoi, des chemises un peu larges, plus esprit Tommy Hilfiger, des couleurs, voilà. Donc ça c'est sorti début décembre. Là on est en pleine fabrication puisque c'était une précommande, donc on va livrer en février les centaines d'hommes qui nous ont fait confiance, c'est chouette. Et puis là on a des gros projets sur 2023. Le pull, ça fait 4 ans, le pull, un enfer, mais on va y arriver aussi. Justement, s'affranchir d'un rythme de collection, c'est remplir aussi peu à peu les projets quand ils sont prêts. Et ça n'existe pas en vrai dans les marques de mode, laisser le temps de bien faire, puisque ce qui rythme à la fin, c'est sortir, faire les volumes, remplir les boutiques. Moi, j'essaie de construire une marque dans laquelle, si c'est pas parfait, si ça répond pas exactement à ce qu'on a ambitionné, on sort pas. C'est difficile. Ça veut dire aussi qu'il faut être très agile. Il faut être capable aussi de survivre, tout simplement, si on sort pas son vêtement. Donc, c'est un défi de tous les jours. Mais je pense que si on veut être radicalement différent, on ne peut pas se mettre la charge aujourd'hui qu'ont ces marques qui vont changer petit à petit, faire mieux, c'est certain. Elles font mieux année par année, mais en fait, il faut qu'on aille beaucoup plus vite. On n'a pas le temps. Donc, du coup, il faut être plus radicaux dans nos choix et dans nos engagements. Au début, on était autofinancé. Du coup, c'est vrai que j'ai eu une gestion de bon sens qui est d'avoir toujours de l'argent sur mon compte en s'appuyant sur le modèle de la précommande qui permet de préserver ses finances et de financer du coup les productions qui arrivent. Je pense que j'ai une gestion très prudente qui nous a obligés à une grande lenteur puisqu'on a 5 ans et ça aurait pu aller beaucoup plus vite si j'avais été un tout petit peu moins exigeante dans nos choix. Mais en même temps, aujourd'hui, on a les fondations pour grandir dans un cadre qui est extrêmement clair. Il y a plusieurs choses qui nous ont aidés. Un, j'avais pas envie d'une levée de fonds qui m'obligerait à revenir sur justement les principes de Patine. Je pense qu'on peut faire des levées de fonds qui sont très très bonnes. Il y a des super investisseurs, mais moi j'étais pas prête à supporter justement. Enfin, c'était une pression. C'est une pression énorme aussi de décider de grandir. J'avais aussi envie de construire une marque nouveau modèle, pas uniquement d'un point de vue de la conception des produits ou de la distribution en précommande, en direct avec une communauté, mais aussi d'un point de vue du financement. Je me suis dit tiens, comment on peut revoir les choses aussi. On a choisi de faire une levée de fonds communautaire sur une plateforme éthique qui s'appelle Lita. Et c'est génial, déjà parce que c'est 6 mois pour qu'ils acceptent de prendre notre projet, puisqu'il faut qu'ils répondent à un cahier des charges assez ambitieux, assez précis. Mais du coup, ça nous a fait grandir aussi de passer cette étape. Et puis, ce qui est incroyable, c'est que notre campagne de levée de fonds a été un vrai succès. Aujourd'hui, dans nos investisseurs, il y a 531 personnes qui ont pu mettre des tickets de 100 € à 20 000 €. 71% sont des femmes. Beaucoup sont déjà clientes de la marque. Et ça, c'est quelque chose qui était toujours cette recherche de sens. Je trouvais ça génial, en fait. Enfin, quand on est fan d'une marque, être actionnaire de la marque, je trouve ça trop marrant. Donc, j'ai fait des cartes de visite digitales façon American Psycho, mais sans les meurtres, qu'on peut partager en disant je suis actionnaire de Patine. Enfin, voilà, je trouve ça formidable. Et puis surtout, d'un point de vue direction stratégique, ça nous oblige aussi à énorme transparence vis-à-vis de ces nouveaux clients actionnaires qui voit aussi le dessous d'une marque, les difficultés au jour le jour de nos engagements. Et donc, ça a créé une sorte de nouvelle équité
Moi, ça m'oblige, en fait, mais vraiment au sens propre du verbe obliger. Ça m'oblige vis-à-vis de ces personnes. Je trouve ça super. Et le montant, on a levé à peu près 700 000 euros. Et on a des business angels parce que justement, ça fait partie aussi du dispositif de levée de fonds sur l'ITA, d'avoir des investisseurs aussi financiers qui croient financièrement au projet et qui vont être aussi au board avec nous au quotidien pour nous aider à développer. En fait, ce qui est drôle, quand je prends un petit peu de recul par rapport à tout ça, c'est que j'ai fait que me mettre des bâtons dans les roues. Donc en fait, c'est ma façon de fonctionner, je crois, de faire un produit, de faire des vêtements extrêmement compliqués, de m'ajouter 531 actionnaires sur le dos, de devenir entreprise à mission aussi, dans le cadre de la loi Pacte, qui du coup oblige à un certain nombre de nouvelles règles. Depuis 2 semaines, on est Bicorp aussi, donc ça c'est génial. Et en même temps, c'est 2 ans de travail qui ne rapportent évidemment pas un centime. C'est dans une petite entreprise, un temps qu'on passe pas à réfléchir comment on va convaincre à vendre nos vêtements, mais on va plutôt écrire une charte éthique, contacter tous nos fournisseurs, calculer nos émissions carbone, réfléchir à comment un salarié peut s'exprimer dans l'entreprise. Voilà, donc Bicorp, c'est vraiment un projet monstrueux pour une entreprise de notre taille. Je me dis, mais c'est fou en fait. Est-ce que c'est se mettre des obstacles parce que j'ai peur d'avancer trop vite, ou alors est-ce que c'est justement parce que je crois que c'est en fait à chaque fois finalement c'est cette espèce d'oxymore de Patine du début qui est c'est une marque de mode alors que ça n'a plus de sens. Il faut grandir en chiffre d'affaires, mais en fait plus on fait du chiffre, ça veut dire aussi plus on produit. Et en fait, on est sans arrêt sur cette ligne de crête. On est obligé sans arrêt de reboucler avec le why, en fait, avec ce pourquoi, avec comment on fait les choses bien, et de jamais se laisser justement se dire on répète, ça marche, on verra bien. On remet en question sans arrêt. Donc forcément, ça nous oblige à être lent. Forcément, ça fait qu'on sera jamais énorme. Et en même temps, on invente un truc nouveau, et notre impact est pas uniquement sur les vêtements mais aussi sur ce qu'on peut inspirer, puisque un enjeu aussi est d'être aussi un peu le trublion qui montre une voie différente et qui secoue un peu les autres en disant ah mais ils l'ont fait, donc ça veut dire que c'est possible. Et c'est vrai que ça on voit aussi des choses qu'on a pu faire émerger, dont on s'inspire d'autres marques, et on est content en fait parce que ça veut dire que on secoue un petit peu les choses. Le jean, c'est le vêtement qui est vraiment pour moi une base de dressing après le t-shirt essentiel, qu'on remet tout le temps, qui est notre meilleur ami, qui prend les formes de nos fesses, qui nous représente. La quête du bon jean, c'est jamais fini. Et en même temps, c'est un désastre écologique. C'est terrible. Du coup, notre jean à nous, on a la chance d'avoir des partenaires incroyables en Italie, avec qui on travaille en exclusivité sur tout notre denim. Et puis, on a trouvé au Portugal des partenaires pour la confection, qui s'étaient lancés depuis à peine 1 an quand on est allé les voir avec Patine. Il se trouve qu'ils m'ont pris pour une folle quand j'ai expliqué le cahier des charges de ce que serait le futur jean Patine. Et aujourd'hui, on en rigole parce qu'on est devenus très proches avec la fondatrice. Et aujourd'hui, en fait, ce que je lui demandais il y a 4 ans, c'est devenu le standard. Et c'est vrai que du coup, depuis la toile jusqu'à la manière de délaver le jean à l'ozone, les composants qu'on ajoute dessus, la technique de couture pour ajouter des renforts là où on use le jean en premier, on réfléchit à tout. Et la dernière étape, qui est une des plus importantes en fait, c'est la réparation. C'est qu'on ne fait pas des vêtements en téflon, on fait des vêtements qui s'usent joliment certes, mais qui s'usent. Et donc pour augmenter leur durée de vie, il faut redonner de la valeur à la partie réparation. Et c'est un sujet qui va nous occuper les prochaines années chez Patine. On parle beaucoup de matière aujourd'hui, mais c'est vrai que pour être une marque responsable, il faut faire attention à tout, par souci de cohérence, et quand même en priorisant. On voit en faisant notre bilan carbone qu'il y a des choses qui sont utiles et des choses qui sont un peu le nice to have. Parfois, ce qu'on voit en énorme sur une affiche, et en fait, ça fait pas grand-chose. 2 exemples de sujets qui font de l'impact. Il y a l'emballage des vêtements. Un vêtement, quand il est transporté, il est dans un polybag, une pochette en plastique. Notre solution aujourd'hui, c'est pas de le supprimer parce que c'est très important d'un point de vue stockage pour le protéger du coup des poussières, mais c'est d'utiliser que du plastique recyclé. Et c'est de recycler effectivement ces polybags. Pour ça, on ne demande pas à nos clients la charge de ce recyclage. Nous, on retire le polybag, on les stocke et ensuite on les apporte à une ESAT qui se charge du recyclage effectif de ce plastique. Un deuxième exemple, aujourd'hui on a fait le choix de ne pas distribuer de manière internationale au-delà de certains pays limitrophes à la France.
Tout simplement parce que j'ai pas trouvé de façon d'envoyer ces vêtements loin et que ça dégrade pas fortement leur bilan carbone. Mais je cherche parce que j'aimerais bien qu'on soit connu plus largement. Encore une fois, c'est un choix de lenteur assumé. Et en attendant, pareil, ça veut dire aussi que dans les développements, il faut éviter l'avion, tous les allers-retours des prototypes en UPS qui effectivement sont extrêmement pratiques parce qu'on reçoit sa pièce en 24 heures, mais en fait, le carbone s'accumule. Donc, il faut aussi anticiper suffisamment, ce qui est encore un gros sujet chez Patine, pour pouvoir justement s'autoriser des modes de transport plus lents et plus responsables. Voilà, et après par exemple communiquer davantage vis-à-vis de nos clients sur les points relais, puisque c'est vrai qu'il y a un effet énorme à accepter d'aller chercher son colis dans un point à proximité plutôt que de faire venir le transporteur jusqu'à chez soi, ce fameux dernier kilomètre qui coûte énormément en carbone. En fait, c'est assez simple. Une fois que dans sa tête, on se dit le carbone, c'est comme de l'euro, on revient à faire très attention à son budget. Donc, je crois que c'est assez facile. Et d'un point de vue symbolique, la RSE est gérée par ma responsable financière chez Patine. Ça me semble fondamental, en fait, de traiter le carbone comme on traite notre compte en banque. Je vis un peu comme dans une série télé. Donc, du coup, on a fait la saison 1. Et pour un nouveau souffle, c'est la saison 2 de la marque Patine. Ça veut dire un nouveau site, une nouvelle identité, un nouveau logo. Et puis, un premier flagship store. Et la suite, ça sera effectivement une vraie expérience de réparation et de personnalisation pour pouvoir prolonger la vie et l'affection qu'on a pour ces vêtements. Aujourd'hui, on trouve les vêtements Patine sur le site, donc patine.fr, sur Instagram @patineparis. On est aussi aux Galeries Lafayette. Depuis 2019, on grandit doucement, saison après saison, avec les galeries qui nous font beaucoup confiance et c'est formidable. Aujourd'hui, on a un corner au 3e étage dans leur espace Restore à Haussmann, qui est l'espace pour les marques responsables et engagées. On n'a pas beaucoup de temps avec le réchauffement planétaire. Plus on s'engage au quotidien, à la fois dans sa vie personnelle et aussi sa vie professionnelle, à changer les choses, au-delà d'être fondamental, c'est quelque chose qui est extrêmement excitant et qu'on peut faire de façon joyeuse, désirable, décomplexée et passionnante. Moi, mon aventure humaine est passionnante et je la souhaite à un maximum de gens. Retrouvez tous les épisodes d'On The Way sur vos plateformes de podcast habituelles et sur le site personal-finance.bnp Paribas. Les liens et références cités par nos invités sont à retrouver dans le texte d'introduction de chaque épisode. Et si vous souhaitez témoigner à notre micro, écrivez à nicolas.meunier@bnpparibas.com. À très bientôt!